Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire Santé et sécurité au travail. Quels sont les avantages et les conditions pour internaliser vos formations? Je me permets de préciser quelques consignes pour commencer. Donc, nous vous remercions de respecter ces consignes pour le bon déroulé du webinaire. Vous pourrez poser vos questions en cliquant sur l'onglet questions et vous aurez Anne-Cécile du coup qui vous fera des réponses par écrit et qui fera le lien à la fin du webinaire sur les questions qui sont posées. Vous pourrez partager votre opinion en direct ou échanger dans le chat. Et comme c'était précisé dans le lien d'inscription, à la fin du webinaire, vous recevrez un lien avec le replay ainsi que le support qui est présenté. Alors, je me permets de présenter l'équipe des intervenants du jour. Donc, sur la partie traitement des questions et gestion de chat, nous avons Anne-Cécile avec nous, Anne-Cécile Lecor, qui est assistante gestionnaire. Et avec moi en animation, Gwenaëlle Lecor, qui est contrôleur de sécurité, et moi-même, Aurélien Poirier, contrôleur de sécurité également. Dans les objectifs, c'est toujours la même chose, de démultiplier qualitativement l'offre de formation du réseau Assurance Maladie Risque Professionnel INRS et de contribuer à la prévention des risques professionnels. Pour ce webinaire, nous avons également une équipe technique en coulisses que je salue. Et nous avons également la chance d'avoir avec nous deux personnes qui interviendront pour faire le retour d'expérience du déploiement de l'habilitation dans leur entreprise. Donc, Monsieur Desmond de Canon, qui se présentera tout à l'heure, et Madame Fournier de l'association Les Papillons Blancs du Finistère. Avant de commencer, en quelques mots, une présentation de ce qu'est la CARSAT. Donc, la CARSAT, son objectif, c'est d'accompagner les salariés et les indépendants dès leur entrée sur le marché du travail. Elle s'occupe des entreprises du régime général en les aidant à prévenir les risques professionnels. Alors, comment on fait ça? Eh bien, tout simplement en soutenant les employeurs dans la prévention des risques au travail et en accompagnant directement les travailleurs. La CARSAT également continue d'être aux côtés des salariés, cette fois directement via ce qu'on appelle le service social de l'assurance maladie. Ce service a pour but d'aider les salariés et les indépendants en cas d'arrêt de travail prolongé ou de difficultés liées à leur emploi. La CARSAT Bretagne gère également le compte professionnel de prévention, qui est une obligation légale pour les employeurs de déclarer les salariés qui sont exposés à certains facteurs de risque spécifiques, tels que le travail de nuit par exemple. La CARSAT est bien connue également pour son rôle dans la préparation et le paiement des retraites des salariés bretons pour le compte de l'assurance maladie. Et enfin, l'action sociale de la CARSAT, qui représente l'assurance retraite en région, accompagne les seniors pour les maintenir en forme le plus longtemps possible. Voilà pour un rappel de la présentation de la CARSAT Bretagne en quelques mots. Je te laisse la main, Gwenaëlle. Oui, donc pour ces 45 minutes, pour les 45 minutes qui arrivent, on va d'abord vous présenter un peu les formations du réseau Assurance Maladie Risque Professionnel. Et puis, on fera ensuite un focus sur les deux dispositifs de formation qui nous intéressent aujourd'hui, puisqu'ils peuvent être internalisés, à savoir sauveteur secouriste du travail et PRAP, prévention des risques liés à l'activité physique. Et puis, on vous expliquera justement la démarche pour internaliser ces deux formations et les aides financières et techniques qui existent pour le faire. Et on terminera par le retour d'expérience de Canon et de l'association Papillon Blanc. Et vous aurez aussi à la fin 15 minutes pour échanger avec nos deux partenaires de ces deux entreprises-là. Et puis, on complétera, si besoin, aussi sur vos questions. Merci bien. Donc, pour vous présenter un peu les formations du réseau Assurance Maladie et Risque Professionnel, il y a plusieurs. Notre mission principale est évidemment de prévenir les risques professionnels. Et dans ce cadre, on a aussi pour vocation de faire monter en compétence les différents acteurs d'entreprise sur les questions de santé et sécurité au travail. Et pour ça, donc, il existe déjà des formations au sein des CARSAT sur ces questions-là. En CARSAT Bretagne, nos formations sont principalement destinées aux dirigeants. Et puis, vous avez aussi
des formations plus spécifiques sur certains risques, comme sur la TEX, par exemple, ou les risques psychosociaux. Et puis, c'est des formations qui sont prépayées par vos cotisations, donc gratuites. Vous avez aussi certaines formations comme SST et PRAP qui sont démultipliées auprès des organismes de formation ou des entreprises. Il existe 11 dispositifs de formation. Et enfin, il y a aussi des formations que propose l'INRS, qui sont plutôt des formations de formateurs ou de formateurs, d'autres acteurs aussi, comme les IBRP, les médecins, ou des formations plus longues ou plus pointues, par exemple sur le bruit ou l'acoustique. Donc pourquoi donc choisir un peu ces formations du réseau assurance maladie risque professionnel? D'abord parce que c'est conçu par des experts de la prévention, hein, l'INRS, les CARSAT, mais aussi les entreprises du secteur d'activité. Donc, elles répondent à un cahier des charges précis qui a été construit avec eux. Et puis, ce sont des formations qu'on appelle des formations action, donc qui intègrent des méthodes et des outils approuvés par le réseau, des exercices, et puis aussi qui intègrent des interventions en entreprise. Aurélien, je te laisse la main. Tu as ton micro coupé. C'est tout bon. Merci Gwenaëlle. Je reprends la main du coup sur la partie formation SST et PRAP pour illustrer un peu nos propos et puis vous donner un peu d'informations complémentaires. Alors, tout d'abord, la partie certificat SST, pour vous donner quelques chiffres. Donc, sauveteur sur cause du travail, on est bien sur le niveau des acteurs. Donc, en 2024, c'est formé par les entreprises et organismes de formation en France, un peu plus de 1 238 000 certificats, donc personnes formées SST et qui ont validé leur formation sauveteur sur cause du travail, qui ont été émis en France. Pour vous donner un parallèle, quand on prend les chiffres du bac, c'est à peu près 730 000 candidats inscrits chaque année au bac et c'est à peu près 1 300 000 personnes qui se présentent au permis B. Donc on est sur un dispositif qui fonctionne très bien. Sur ces un peu plus d'1 238 000 certificats émis, il y en a 82 610 qui sont émis par des entreprises françaises, donc des entreprises qui ont fait le choix d'internaliser la formation des acteurs SST. Et en Bretagne, ça représente un peu plus de 2 770 certificats qui ont été émis en 2024. Pour faire le lien avec la répartition entre entreprises et organismes de formation qui sont habilités. Donc, il y a 182 organismes de formation en Bretagne qui sont habilités à dispenser les formations d'acteurs sauveteurs secours du travail. Et côté entreprise, 107 entreprises qui sont amenées également à disposer et à dispenser des formations SST. En termes de spécificité du dispositif, pour pouvoir former des SST en entreprise, il y a deux grands paramètres. Une partie habilitation, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, et puis une partie montée en compétences d'un personnel dans l'entreprise en tant que formateur. Donc on s'est permis ici de vous repréciser les spécificités de montée en compétences d'un formateur SST. Donc en termes de formation initiale, c'est une formation de 56 heures, donc de 8 jours en présentiel, qui est répartie sur 2 semaines non consécutives, avec aucun travail d'intercession à réaliser. C'est une formation de formateur qui a une durée de validité de 3 ans et qui nécessite ce qu'on appelle dans notre jargon un MAC, pour maintien et actualisation des compétences, qui dure 21 heures, donc 3 jours, qui lui aussi se tient en présentiel et qui est donc à renouveler tous les 3 ans. Les tailles de groupe de formateurs, c'est de 5 personnes minimum jusqu'à 10 personnes maximum, et ce pour des raisons pédagogiques. Et il existe 2 grands prérequis pour devenir formateur SST ou formatrice SST. Le premier, c'est d'être certifié acteur sauveteur secours du travail ou acteur prévention secours sur d'autres dispositifs de formation qui sont dispensés par le réseau, et également être titulaire du certificat d'une auto-réalisation, une auto-formation en ligne, acquérir des bases en prévention des risques professionnels. Donc c'est une auto-formation qui est répartie autour de 4 modules qui durent environ 2 heures chacun.
Donc ça, c'est le prérequis pour avoir dans sein de l'entreprise un formateur ou une formatrice SST. Et en termes de modalités de déploiement des formations SST en entreprise, donc même principe, on a une formation initiale et un maintien à l'actualisation des compétences. Donc la formation initiale, c'est une formation de 14 heures, donc 2 jours, en présentiel, pour laquelle il peut parfois être rajouté du temps. Et là, c'est une spécificité, c'est plutôt en lien avec les services de prévention et santé au travail, s'il existe des risques spécifiques à l'entreprise, avec une montée en compétences complémentaires. Mais pour ce qu'il faut retenir principalement, c'est que c'est une formation initiale de au moins 14 heures, donc 2 jours, qui peuvent être réparties en une ou plusieurs séquences. C'est-à-dire que vous pouvez très bien découper à la demi-journée ou faire les 2 jours d'affilée. Ça, c'est fonction de votre organisation. Le certificat SST a une durée de validité de 2 ans et comme je vous disais, il fait l'objet d'un maintien et actualisation des compétences de 7 heures, également en présentiel. Et en termes de taille d'effectif, toujours pour des raisons pédagogiques, les groupes sont constitués de 4 personnes minimum et 10 personnes maximum. Donc, moi, je vais vous présenter donc la formation prévention des risques liés à l'activité physique. Donc, pourquoi IBC, hein, c'est tout secteur d'activité excepté sanitaire et médico-social. Donc là, en nombre de certificats, on est presque à 30 000 hein, donc certificats émis sur l'année 2024, que ce soit émis par les entreprises ou les organismes de formation. Et donc, c'est à peu près 13% de ces certificats qui sont émis par des entreprises, donc qui ont internalisé leur formation. Ce qui veut dire finalement que ici, on est sur les organismes, en tout cas les entreprises habilitées sur PRAP IBC, on est quasiment équivalent d'entreprises qui ont internalisé ces formations et par rapport au nombre d'organismes qui sont habilités. Pour le PRAP 2S, donc spécifique par rapport au secteur d'activité du médico-social, là, on a à peu près 14 000 entreprises et organismes de formation qui ont émis à peu près 14 000 qui ont émis des certificats émis par ces entreprises et ces organismes de formation. Et là, on a un fort taux d'internalisation puisque parmi les organismes de formation, 32 sont des entreprises, 32 sont des entreprises, pardon, et 10 sont des organismes de formation. Donc, on a 42 entités qui sont habilitées en tout et à peu près 19% pardon, qui sont des certificats qui sont internalisés, qui sont émis par des entreprises. Pour donc internaliser ces formations-là, vous devez avoir un formateur et la formation de ces formateurs se fait pour le secteur IBC, une formation de 70 heures pour les formateurs et de 98 heures pour le secteur médico-social, avec un maintien des compétences de 21 heures pour l'industrie et bureau commerce et 28 heures pour médico-social. Et c'est des groupes de 10 personnes de façon assez classique. Vous avez quand même, on l'a mis, une possibilité de passerelle. Si par hasard, vous avez un formateur qui est déjà certifié sur l'IBC, il aura la possibilité d'avoir un allègement pour passer sur le médico-social. Et bien sûr, après, quand votre formateur sera donc certifié, il aura la possibilité donc, à partir du moment où vous êtes habilité, d'organiser en interne des formations pour les acteurs de votre entreprise. Et là, ces formations pour le secteur IBC, c'est des formations donc de 14 heures pour les salariés, avec un maintien des compétences de 7 heures. Et pour le 2S, c'est des formations de 28 heures, donc, et avec un maintien des compétences sur 14 heures. Pourquoi plus long sur le médico-social? Puisque on intègre aussi ce qu'on appelle l'ALM, l'accompagnement à la mobilité, qui a pour objectif vraiment d'avoir une bonne connaissance des déplacements naturels
des patients pour pouvoir ensuite trouver finalement l'accompagnement le plus pertinent, que ce soit verbal ou physique, avec des équipements adéquats, et savoir quel équipement spécifiquement utiliser pour ces patients. Quels sont les enjeux d'internalisation? Alors que sur tous les types de formations, en santé et sécurité, ça va participer en tout cas, à réduire la sinistralité, donc les accidents du travail et les maladies professionnelles au sein de votre établissement, et puis aussi forcément donc de réduire, si vous baissez cette sinistralité, les coûts liés aux accidents du travail et maladies professionnelles, notamment par rapport à votre taux cotisation à TMP, mais on sait aussi que c'est pour ça qu'on présente l'iceberg, que ces coûts de cotisation accident du travail, maladie professionnelle, vous pouvez les multiplier par à minima 5 fois en termes de coûts indirects, le coût du remplacement du salarié, le coût de gestion des remplacements, tous les coûts finalement associés à ce remplacement de salariés absents pour accident du travail ou maladie professionnelle. Et puis aussi, c'est une réponse à des obligations juridiques, puisque vous devez assurer la santé et la sécurité des salariés, et donc aussi proposer des formations adaptées à vos salariés dans ce cadre. C'est aussi, si on regarde plus spécifiquement pour, par exemple, la formation PRAP, c'est une réponse à des recommandations. Les recommandations, vous les trouvez sur le site Amélie. C'est les règles de l'art proposées aux professionnels, qui ne sont pas directement une réglementation, mais leur non-respect peut entraîner des conséquences juridiques, notamment par exemple en cas de faute inexcusable. Et ces recommandations, je le rappelle, sont élaborées par les organisations professionnelles et syndicales. Et donc là, on a présenté 2 exemples sur la prévention des TMS dans les activités d'aide et soins en établissement, où justement ces recommandations accentuent sur le fait que les professionnels doivent suivre la formation PRAP2S. Et puis la recommandation concernant les mises en rayon dans le secteur pour tout ce qui est la prévention des risques liés à la manutention manuelle, et là où on va préconiser les formations PRAP-IBC. Si vous n'aviez pas une connaissance précise des coûts, on en a parlé, des accidents du travail et maladies professionnelles, on vous invite aussi à aller regarder sur Net Entreprise, où là, vous allez pouvoir voir, vous comparer avec les entreprises de votre même secteur d'activité, et voir où vous vous situez, par exemple, en termes de coûts, voir effectivement quels sont les coûts propres à votre entreprise, et puis voir aussi justement quels sont les principaux accidents de votre établissement. Alors, je vais me permettre de revenir sur la notion de démarche pour organiser vos formations. Et là, du coup, on va aller un peu plus vers les modalités pour cette internalisation. Alors, je vais commencer par vous présenter ce qu'on appelle l'habilitation, et donc la préparation d'une potentielle demande d'habilitation. Donc, la demande d'habilitation, c'est au final la capacité pour votre entreprise d'internaliser la formation, donc soit sur les dispositifs SST, soit sur le PRAP, qui sont objets de ce webinaire. Elle se fait via un outil qui s'appelle ForPrev. Donc vous avez ici, sur le côté droit, le lien qui permet d'accéder à ce site, et c'est une demande qui se fait en 3 étapes. La première étape de ce qu'on appelle l'instruction, c'est la saisie des informations administratives de votre établissement via ForPrev, qui fera l'objet d'une validation de la CARSAT Bretagne. Une fois que c'est validé, vous passez sur la deuxième étape, où on va vous demander de nous transmettre un ensemble de documents pédagogiques et techniques, qui feront également l'objet d'un certain nombre d'échanges et d'un avis qui sera émis. Et ensuite, nous transmettrons notre avis vers ce qu'on appelle la CNH, donc la Commission nationale d'habilitation, qui sera en charge, elle, de délivrer ou non l'habilitation, c'est-à-dire la capacité pour vous d'assurer les sessions de formation, soit SST, soit PRAP, au sein de votre organisme.
La durée d'instruction moyenne constatée à l'heure actuelle, entre, le début du projet et l'obtention de l'avis définitif de cette commission nationale, il est aux alentours de 6 à 8 mois et l'habilitation, quant à elle, a une durée de validité de 5 ans. Si vous voulez en savoir plus, on vous invite à aller consulter le webinaire que nous avons animé, qui est vraiment spécifique sur l'habilitation et qui a été animé, le 5 mai dernier. On parlait de documents demandés pour l'habilitation d'un point de vue administratif et documents techniques et pédagogiques. D'un point de vue administratif, vous aurez à compléter et nous renvoyer un courrier de formulation de la demande qui est téléchargeable et édité directement via FortPrev. Et on vous demande également de transmettre une attestation URSSAF qui justifie le paiement de vos cotisations sociales et le fait que vous soyez à jour. Concernant les documents techniques et pédagogiques, vous allez retrouver un tableau là ici, que je vais essayer de vous présenter de façon synthétique. Donc vous avez 3 grands éléments, les programmes de formation pour la formation initiale et le maintien et actualisation des compétences, la notion de déroulé pédagogique pour la formation initiale et le maintien et actualisation des compétences, et le matériel obligatoire. Pour la formation des acteurs, vous devez nous tenir à disposition les programmes de formation initiale et MAC et le déroulé pédagogique, autrement dit la façon dont vous allez animer les formations en interne. Et enfin, il y a également du matériel obligatoire à obtenir. On vous a indiqué dans le support un lien hypertexte qui va vous renvoyer vers le document de référence. Et au point 4.1.7, donc à la page 12, vous allez retrouver le matériel dont vous devez disposer pour animer en interne les formations d'acteurs SST. Concernant la partie PRAP, donc industrie, bâtiment, commerce, activités de bureau et sanitaire et médico-social, les programmes de formation en formation initiale et MAC seront à déposer sous FortPrev, donc on émettra un avis dessus. Les déroulés pédagogiques seront à tenir à notre disposition. Et en termes de matériel obligatoire, même chose, vous aurez dans le support un lien hypertexte qui vous renvoie vers le document de référence des formations PRAP avec le listing du matériel obligatoire pour déployer les actions de formation. Donc pour vous aider aussi, il y a des aides financières et techniques pour internaliser vos formations. Donc d'abord, la CARSAT Bretagne propose des newsletters et vous aurez les liens pour éventuellement vous inscrire si ce n'est pas fait. Vous avez des webinaires comme celui-ci. Nous allons créer aussi pour 2026 des capsules vidéo qui pourront vous aider dans votre démarche. Et puis, on a bien sûr un accompagnement et du contrôle qui peuvent vous permettre d'avancer sur ces thématiques-là. L'INRS propose par ailleurs pour les formateurs un cloud SST et PRAP où ils ont vraiment une mine d'informations pour les aider pour réaliser leur formation, les déroulés pédagogiques et les programmes. Il y a aussi une assistance mail et téléphonique. Donc la CARSAT Bretagne, on vous a mis les coordonnées et pareil pour FortPrev, donc de l'INRS. Et puis enfin, on a créé au sein de la CARSAT Bretagne un Padlet, donc vous aurez également le lien, où vous allez retrouver nos anciens webinaires pour vous aider, nos anciennes newsletters, enfin tous les documents dont vous aurez besoin pour pouvoir le faire. Et par ailleurs, sachez qu'à partir du moment où votre entreprise est du régime général, il y a une nouvelle subvention qui existe, que vous retrouverez sur Net Entreprise, la subvention prévention des risques ergonomiques et qui permet de financer à 70 vos formations de formateurs justement PRAP, IBC et 2S, ce n'est pas le cas pour SST. Et puis, de financer aussi, une fois que vos formateurs ont fait le travail, d'observer les situations de travail et de remonter, des mesures de prévention, des actions de prévention avec des équipements prédéfinis, des diagnostics, des aménagements de poste et des actions de sensibilisation. Et puis, si votre formateur a une fiche de poste et qui précise vraiment qu'il s'occupe de prévention, notamment des risques de troubles musculo-squelettiques, il y a aussi, on peut financer des frais de personnel. Si pour SST, je le dis quand même, si voilà, vous n'avez pas de financement via cette subvention, vous pouvez aussi vous renseigner auprès des OPCO. Donc maintenant, nous allons laisser donc la parole dans un premier temps donc à Monsieur Desmond de Canon, qui va vous faire son retour d'expérience
au sein de son entreprise comme formateur PRAP. Alors, bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Alors, bonjour à tous, je suis Stéphane Desmond. Donc moi, je travaille chez Canon Bretagne depuis de nombreuses années, 35 ans bientôt. Alors nous sommes basés à Liffré. Depuis, j'ai tourné, c'est vous qui tournez. Donc notre groupe, un groupe mondial implanté sur les 5 continents, hein, et notamment Canon Bretagne qui est basé à Liffré depuis 1983. Notre fonction première, hein, c'est de fabriquer des consommables pour le bureautique. Bien évidemment, nous recyclons nos consommables, hein, en fin de vie pour une valorisation pièces et matières. À côté de cela, on conçoit et on assemble des produits pour la sous-traitance industrielle. Voilà. Et pour ce faire, l'effectif global environ 503 personnes sur site à Liffré en Bretagne. Donc une petite représentation des bases Canon sur les 5 continents. Voilà, avec un effectif global de un peu moins de 170 000. Les secteurs d'activité, donc avec de l'impression, de l'imagerie, de l'industrie autre, et puis le secteur médical qui représente quand même 13%, tout ce qui est scanner et imagerie pour le médical. Alors, la question, hein, pourquoi former un interne? Alors, l'entreprise était déjà très impliquée, hein, dans la prévention, puisque nous avions déjà, même avant moi, un formateur gestes et posture. Et l'entreprise est déjà très impliquée dans la qualité de vie des salariés. Hein, donc, avec notamment un système de suggestion sécurité. Hein, le personnel peut déposer dans une petite boîte une amélioration ou un problème sur un poste de travail. Donc, bien évidemment, la démarche PRAP n'était qu'une suite logique aux gestes et postures. La formation en interne nous permet d'être plus réactifs, bien évidemment, puisque notre cœur de métier, c'est la production. Hein, c'est pas de faire la formation. Donc, le fait d'être formateur sur site nous permet de former quasiment du jour au lendemain. Hein, si on me demande de former demain parce que la ligne de production est à l'arrêt pour X raison, cela nous permet de le faire. Alors, comment tout ça a démarré? Après une formation organisée par la CARSAT il y a déjà très longtemps, en 2012, qui s'appelait mise en œuvre d'une démarche de prévention par l'approche ergonomique. Donc c'était tout nouveau pour moi, mais voilà, ça m'a intéressé. Donc je me suis orienté ensuite vers la formation PRAP, hein, qui était autre chose que le geste et posture. C'est-à-dire que le geste et posture, les stagiaires sont à l'écoute, hein, contrairement à l'acteur PRAP qui devient acteur de son poste de travail. Donc après cette formation-là, d'où ont participé 11 personnes, hein, des membres du QSE, donc mon collègue et moi-même,
ensuite les représentants du personnel, du service technique, puisque les concepteurs de postes de travail ou de matériel sont impliqués dès le départ de la conception. Les encadrements de proximité, puisque eux sont moteurs de la prévention, puisqu'ils sont à proximité, ils font le lien entre les opérateurs et nous. 2 personnes de l'amélioration continue et l'infirmière. Donc, les 11 personnes qui ont participé à cette formation organisée par la CARSAT. Suite à cette formation-là, et l'analyse des actions de travail, donc là, nous étions en 2013, 47% étaient en lien avec l'activité physique. Et n'a cessé de monter jusqu'en 2015, puisqu'en 2014, nous étions à 55%. Alors, assez normal dans une usine de production comme la nôtre, puisque nous faisons beaucoup de gestes répétés, beaucoup de ports de charge, beaucoup de manutention, pas des charges lourdes, mais avec des fréquences importantes. D'où l'intérêt de s'orienter vers cette nouvelle démarche de prévention des risques du PRAP. Donc, ensuite, alors sur le site, je suis le seul formateur PRAP, et depuis 2015, 170 personnes ont suivi la formation initiale d'acteur PRAP. Alors, lors de ces formations initiales ou le maintien des actualisations des compétences, les stagiaires travaillent avec les documents classiques qui nous sont fournis, qui s'appellent outils d'observation, ce qui nous permet de se familiariser avec cette méthode, cette nouvelle méthode qui est complètement différente du geste et posture. Là, les stagiaires sont vraiment impliqués dans l'analyse de la démarche pour s'orienter vers des actions d'amélioration. Ensuite, en fin de formation, les acteurs travaillent sur un autre document qui s'appelle épreuve certificative. Et à la suite de ça, donc moi je les valide ou pas. En général, ils sont validés par un petit document qui, d'ailleurs, les stagiaires aiment bien avoir ce petit document, ce petit diplôme en fin de session. C'est pas toujours facile de faire des formations d'acteurs parce que c'est long. 14 heures de formation, c'est pas facile à caser dans une usine de production, chez nous par exemple, puisque notre cœur de métier c'est bien de produire. Maintenant, on ne fait plus beaucoup de formation initiale. On essaye de se mettre à jour pour les MAC, qui sont aussi difficiles à tenir, 2 ans. Voilà, donc ça c'est pour l'aspect, je dirais, administratif. Par contre, ce qui est intéressant dans cette démarche-là, c'est que les acteurs sont beaucoup plus réactifs. Moi, je le vois au quotidien, puisque mon quotidien, moi, c'est d'être dans les ateliers. Je suis interpellé tous les jours sur des anomalies. Les gens sur leur poste de travail me signalent tout de suite à moi ou à leur responsable. Voilà, donc j'ai par exemple, quand je vais chercher ma pièce, je suis obligé de lever le bras plusieurs fois par jour, donc je commence à avoir mal à l'épaule, ou je suis obligé de me baisser pour attraper les pièces. Donc voilà, donc c'est très très rapide. Les gens ne laissent pas le problème s'entériner.
Alors pour pouvoir maintenir ces Mac depuis cette année, nous avons changé notre méthode de faire. C'est-à-dire que moi, j'y passe un peu plus de temps et on fait, pour obtenir les 7 heures de formation, 3 fois 2 heures, plus 1 fois 1 heure. Ça permet de s'arrêter plus facilement. Hein. C'est plus facile de s'arrêter 2 heures, plusieurs fois 2 heures que 1 fois 7 heures. Donc ça fonctionne depuis 2025. Depuis 2015, oui. Merci Monsieur Desmond pour votre retour d'expérience. Pour illustrer un peu ce que dit Monsieur Desmond, donc effectivement, ils font ça depuis un certain temps. Ils ont quand même formé beaucoup de salariés, vraiment très intéressant. Et surtout, ils ont adapté leur organisation. Ça, je pense que c'est un point clé pour pouvoir organiser ces formations. Et pour illustrer, donc eux, ils utilisent leurs propres outils. Mais si vous ne l'avez pas, la formation justement propose un outil qui permettront justement aux salariés de remonter des situations de travail où ils sont exposés de manière quotidienne maintenant chez Canon et de pouvoir proposer des mesures de prévention adaptées au regard de la formation qu'ils auront présentée, qui pourra être par exemple présentée en CEC ou lors de réunions sur la santé et la sécurité et ensuite analysée avec la direction. Je laisse maintenant la parole donc à Madame Fournier de l'association Les Papillons Blancs. C'est à vous. Bonjour à tous, donc Annick Fournier, responsable formation sur les papillons blancs du Finistère. Moi, je vais vous présenter notre retour d'expérience sur la formation SST qui est délivrée du coup en interne depuis plusieurs années également. Hop. Donc, rapide présentation des Papillons Blancs du Finistère. Donc, c'est une association qui est présente sur le territoire depuis un peu plus de 60 ans maintenant. Notre mission, c'est d'accompagner les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, on a plus de 1600 personnes accompagnées, du coup, au sein de l'association, pour environ 1000 professionnels sur le terrain en action auprès de ces personnes. Je pense qu'on va pouvoir aller directement sur... parce qu'après, je vous ai mis les informations, mais vous pourrez regarder, du coup, vous aurez la présentation. Donc, pourquoi former en interne et obtenir l'habilitation ? Nous, on a relevé comme 5 points clés sur la mise en œuvre. Premièrement, une adaptation au terrain, mais c'est ce que disait Monsieur Desmond aussi, c'est des contenus cohérents avec les cas concrets de l'établissement, des établissements. Nous, on a quand même donc plus d'une quarantaine d'établissements sur le territoire avec des effectifs qui peuvent varier et des personnes accompagnées dont le profil est différent aussi, de l'enfance à la personne âgée. Donc ça nous permet vraiment de pouvoir s'adapter aux différentes personnes présentes sur les établissements. Évidemment, un enjeu réglementaire et stratégique de répondre aux obligations en matière de prévention, de santé, de sécurité, mais aussi du coup la possibilité d'impliquer davantage les professionnels dans cette démarche de prévention globale. Grosse flexibilité organisationnelle aussi, beaucoup de souplesse dans l'organisation qu'on peut mettre en adéquation avec l'activité aussi, et un suivi facilité vu que ça passe tout par le même, par nous dans notre cas par le service formation. Effet positif aussi sur la valorisation des professionnels, notamment sur ceux qui vont du coup s'intégrer dans la démarche et devenir formateurs, bonne reconnaissance de leurs compétences et de leur engagement du coup au sein de l'association. Évidemment, un enjeu financier sur une réduction de coûts parfois sur des déplacements, des hébergements quand on forme en externe. Et je reviens aussi, ça bonne flexibilité, on peut du coup optimiser les groupes. Si quelqu'un est absent, on peut réagir beaucoup plus rapidement pour proposer un autre participant. Donc nous, une démarche qui est initiée aussi depuis un petit moment. Donc pareil, on commence un petit peu à diminuer, même beaucoup à diminuer les formations initiales pour se consacrer principalement à du MAC sur cette thématique des SST. Donc au niveau des ressources et de l'organisation qui est nécessaire pour la mise en place d'un tel projet, nous on a surtout, on souhaite surtout insister sur le fait qu'il faut beaucoup identifier le besoin
et les ressources dont on aura besoin pour déployer l'action. Donc, identifier, cibler le besoin, établir une cartographie, par exemple, pour les professionnels, identifier les risques aussi pour pouvoir justement adapter le contenu de la formation aux besoins, identifier les personnes ressources, les principales, celles qui seront formateurs. Évidemment, il faut que ce soit un choix pour que ce soit plus intéressant pour eux. Faire le lien du coup avec le service formation, prendre du temps à la formation des formateurs, laisser le temps aussi à la construction des programmes et des contenus et les accompagner du coup sur la durée. Et bien sûr tout le temps, comme vous l'avez précisé un peu plus tôt, de l'habilitation, qui est un temps important, 6 à 8 mois. Donc voilà, il faut bien penser à son projet avant de lancer pour pas se retrouver après en difficulté. Et du coup, sur l'outil pédagogique, ça nécessitera aussi un investissement matériel. Il faudra évaluer, acheter tout ce qui va être nécessaire à la formation. Donc là, pour SST, ça va être par exemple les mannequins, les défibrillateurs. Et comme ça, pouvoir constituer un petit kit SST que le formateur pourra emmener avec lui à chaque fois qu'il participera à une action de formation. Anticiper évidemment la planification. Nous, on a opté pour une planification annuelle en année civile, donc on réalise ça en même temps que notre PDC finalement. Donc entre décembre et janvier, on a déjà généralement positionné toutes les dates. Et après, on n'a plus qu'à constituer les groupes en fonction des disponibilités de chacun. Et bien sûr, continuer sur la communication, sur l'action pour lui donner vie et que derrière, ça valorise à la fois le formateur, mais aussi l'action en elle-même et la démarche de prévention globale. Sur les conditions de réussite et les freins éventuels, au niveau de la réussite, nous, ce qu'on a identifié, c'est pareil, c'est implication et adhésion. Il faut que tous les acteurs soient impliqués dans la démarche, que ça aille de la direction aux salariés, le formateur, mais aussi les IRP, parce que souvent, il y a un enjeu important qui peut se jouer à ce niveau-là, et parce que ça les aide aussi à alimenter leurs analyses, que ce soit en termes de DURP ou des différentes commissions qui peuvent mettre en œuvre sur la prévention. Une bonne coordination entre les différents acteurs, donc entre le service RH ou le service formation en fonction des structures, les responsables de proximité évidemment, parce que c'est eux qui vont devoir après gérer le détachement de leurs équipes pour suivre la formation, assurer un remplacement. Et aussi, je pense que c'est important, une reconnaissance pour les formateurs. Nous, ici, sur les papillons blancs du ministère, on a opté du coup pour la mise en œuvre d'une prime spécifique pour reconnaître l'investissement et le travail des formateurs en interne. Et sur les freins éventuels au déploiement, faut quand même se rendre compte que c'est une charge de travail importante et ça demande une grande disponibilité des professionnels, notamment pour les formateurs. C'est un déploiement qui prend du temps. Et il faut laisser ce temps pour que la mise en œuvre soit qualitative, notamment au moment des formations initiales. C'est ça qui va prendre le plus de temps, vu qu'elles sont plus longues. Après, quand on rentre dans la démarche du MAC, ça s'allège un petit peu parce que c'est souvent devenu un peu plus routinier. Et nous, dans notre cas particulier, c'est aussi la difficulté de remplacement. Parfois, on souhaiterait pouvoir déployer encore plus, mais il y a le remplacement qui peut freiner. Et aussi, ce qui nous est remonté de la part des formateurs, c'est parfois le temps de construction des outils pédagogiques. Tous les formateurs ne font pas le même métier initialement, n'auront pas besoin toujours du même temps pour construire leurs outils. Et ça aussi, il faut l'intégrer en amont du déploiement pour que ce soit le plus qualitatif possible. Et enfin, nous, du coup, on y trouve un intérêt qui est vraiment très, très intéressant. Donc, on a décidé d'élargir notre carte de formation interne APRAP sur l'année 2025-2026. Toujours, la même intention, c'est de renforcer l'engagement en matière de prévention. Nous aussi, on a des métiers, du coup, à risque TMS assez importants. Donc, du coup, ça nous semblait évident pour les mêmes raisons, d'intégrer PRAP en interne. Aujourd'hui, on a 2 formateurs identifiés et formés.
qu'on a distingué sur l'un secteur nord, l'autre secteur sud Finistère. Nous devrions pouvoir mettre en œuvre la première action de formation du coup d'ici le deuxième semestre 2025 pour le nord et 2026 pour le sud. Et on voulait juste noter qu'effectivement, entre la fin de la formation du formateur et les premières actions, il s'écoule quand même pas mal de temps, nous plus de 6 mois du coup, dans le cas de PRAP. Voilà. Merci beaucoup Madame Fournier pour ce retour d'expérience. Également, merci beaucoup Monsieur Desmond pour le retour d'expérience concernant Canon. Et je laisse la main à Anne-Cécile pour la partie questions. Peut-être d'abord les questions destinées à Monsieur Desmond et à Madame Fournier pour ce retour d'expérience. Anne-Cécile, est-ce qu'il y a des questions pour Monsieur Desmond ou Madame Fournier? Non, c'est plutôt des questions d'ordre général, alors que je réponds au fil de l'eau quand j'ai les réponses. Et puis, du coup, là, j'ai 2 questions que je peux vous poser. Ok. Donc, j'ai une question. Bonjour, quel est le coût moyen de la formation SST? Le coût, j'ai envie de dire que si comment dire, vous internalisez vos formations, ça va être le coût des formations de formateurs. Après, le coût de l'habilitation elle-même, il est nul, c'est le coût en temps, comme on a pu l'évoquer. Voilà, bon, j'avais pas à peu près la même question, mais pour la formation PRAP. Pareil, c'est le coût de voilà, la qui formation vient de du répondre, formateur qu'il faut prendre en compte. Donc ça, vous avez la liste qui est précisée sur le site de l'INRS des organismes qui forment les formateurs. Et donc là, il faut vraiment contacter les organismes habilités à former les formateurs pour connaître le coût qui dépend effectivement des organismes de formation. Voilà, c'est ça, le coût de formation formateur, j'ai une petite précision. Effectivement, c'est suivant les organismes de formation, donc vous aurez la carte accessible ensuite par un lien. Une autre question, les formations formateurs SST PRAP sont-elles effectuées par la CARSAT de Bretagne ou par des organismes de formation? Mais tu viens de répondre. Oui, c'est des organismes de formation, mais qui sont habilités par le réseau assurance maladie INRS, suivant un cahier des charges très précis. Voilà. Une autre question, est-ce que la formation de formateur peut être financée par le compte CPF? Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir, si vous avez la réponse. Sinon, justement, je tenais à préciser que toutes les questions qui sont sur l'onglet questions et qui n'ont peut-être pas donné de réponse, j'ai pas pu répondre, j'essaierai de vous répondre après par mail. Je vous enverrai la réponse ou les précisions sur si besoin. Alors, si on parle de la formation PRAP, là, c'est donc subventionné à 70% via la subvention prévention des risques ergonomiques. Et ça peut être complété ou aussi financé par les OPCO. Pour SST, concernant le compte personnel de formation, moi, je ne sais pas par rapport à ça. Ça peut être des éléments. Je ne sais pas si Aurélien, toi, tu le sais peut-être. Dans ce que j'ai en tête, je crois que ce n'est pas éligible, mais à confirmer. Là, pareil, c'est à se rapprocher des organismes de formation qui dispensent et qui pourront vous orienter sur de la prise en charge et du financement. Après, peut-être que les entreprises elles-mêmes ont la je n'ai réponse. pas de- Comment ça s'est fait chez vous? Nous, dans notre cas, on est plutôt accompagnés par les OPCO, du coup. J'ai pas eu de recours au CPF pour les formateurs. Par contre, on peut être accompagné par les OPCO, comme c'est des sujets de prévention. C'est souvent quand même des actions qui peuvent être mises au plan et accompagnées avec l'OPCO. Merci. Merci. Pas d'autres questions à mon niveau.
Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais aller vers la clôture de ce webinaire. Tout d'abord, je vais remercier spécifiquement Madame Fournier et Monsieur Desmond de nous avoir accompagnés aujourd'hui et puis d'avoir fait part de leur retour d'expérience. Merci à vous. C'est des échanges qui ont été riches à notre niveau, en tout cas. On pensait effectivement par le biais de ce webinaire que le retour d'expérience était bien plus parlant que les discours qu'on aurait pu tenir. Comme je le précisais tout à l'heure, donc vous recevrez le replay de ce webinaire par mail dès la fin du webinaire. Il y a un lien qui vient de s'afficher par Louise concernant notre formulaire de satisfaction. Donc, on vous incite à prendre le temps de répondre, ça prend à peu près 2 minutes, ce qui nous permet, nous, à terme, d'améliorer les webinaires que nous vous proposons par le biais du réseau. Sur ce mail, vous aurez également le support de présentation et vous avez également en fin de webinaire, en fin de support, l'ensemble des coordonnées et des liens pour vous inscrire à notre newsletter ou alors nous suivre ou nous poser directement des questions à l'issue de ce webinaire. Merci à toutes et à tous de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir. Merci. Merci à vous, à bientôt. Au revoir. Au revoir.